Merci bien, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, il nous reste en réalité 3 ans. 3 ans pour ce mandat, 3 ans peut-être avant une nouvelle ère dans le cadre d'une réforme territoriale. Mais surtout, il nous reste 3 exercices budgétaires. Nous sommes donc à mi-mandat. L'exercice vous conduit, comme à l'habitude, à l'autosatisfaction, au gargarisme et à démontrer que tout va bien au pays des merveilles. Nous disons à l'inverse que le chemin est encore long, car à mi-mandat, le travail n'est qu'à moitié fait, et pas toujours dans le bon sens. Je reprends avec vous ce matin les missions que vous vous êtes assignées et pour lesquelles vous vous targuez d'avoir réussi à longueur de communication. De ces missions, je vais vous dire pour chacune ce qui part d'une bonne intention, mais ce qui restera inachevé, car vous ne travaillez qu'à moitié. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Votre geste est inefficace car elle n'assume pas ce que notre mandat auprès de nos administrés nous impose. Vous entamez, mais ne finirez pas. Pour autant, ce n'est pas étonnant, on retrouve bien votre mode de fonctionnement habituel, l'effet d'annonce perpétuelle. Je vais vous dire ensuite pourquoi vous ne pouvez jamais aller au bout des choses et pourquoi notre collectivité échoue sur l'essentiel. C'est ce qui conduit d'ailleurs l'État à vouloir perpétrer une énième réforme. Car c'est à force de ne pas nous voir réussir que la pensée jacobine reprend le dessus en constatant que les résultats ne sont pas au rendez-vous et décide de reprendre la main en nous asphyxiant d'un côté et en nous imposant des règles intenables par ailleurs. Et le nouveau gouvernement, et de droite et de gauche, se révèle surtout agir au niveau financier par pure comptabilité, à la SERP quand il s'agit d'arbitrer, au satellite géostationnaire quand il fait de l'aménagement du territoire, par ordonnance quand le Parlement lui fait perdre du temps. Que dire alors de ce qu'il pense des collectivités locales ? Je reviens toutefois sur votre propre responsabilité. Je vous dirais que c'est votre mode de pensée, votre erreur idéologique originelle, vos fondamentaux politiques qui vous empêchent, vous castrent, vous font échouer, et nous tous par la même occasion. Et je vais vous indiquer pour chaque mission ce qu'il vaudrait mieux faire, comment terminer ce que l'on commence, la bonne méthode pour réussir. Vous direz que je me répète, mais voilà, vous faites toujours les mêmes erreurs. Première mission, enfance et famille. La politique d'accueil de la petite enfance a pour objectif de répondre aux besoins de mode d'accueil des familles. Il s'agit tout particulièrement de développer l'accueil en structure collective et l'accueil individuel. Voilà votre formulation dans votre propre communication institutionnelle. Le retard était considérable et les chiffres actuels démontrent que vous influez à la marge. Sur ce domaine pourtant, cœur de nos compétences, où c'est principalement sur l'accueil individuel, et il faut le redire ici, vous faites principalement sur l'accueil individuel, mais l'action n'est qu'à moitié acquise, et vous le savez, car c'est par un truchement habile de l'existant où vous paraissez faire du neuf avec des places d'accueil déjà créées. En réalité, notre taux d'accueil est parmi les plus faibles de France. Oui, nous faisons partie des 6 départements de France qui ne peuvent proposer qu'entre 10 et 40 places pour 100 enfants. C'est un extrait du rapport 2016 de l'Observatoire national de la petite enfance. Et comme si cela ne suffisait pas, vous vous trompez de chemin. Alors que ce rapport de l'Observatoire national de la petite enfance démontre la tendance des parents à plébisciter les crèches en délaissant les modes d'accueil individuels. Vous choisissez, par une politique low cost, de délaisser les crèches. Ainsi, vous le faites en réorientant vos dépenses d'investissement. Pour votre propre patrimoine, puisque je le rappelle, vous avez supprimé 9 millions d'euros de subventions aux communes pour leurs propres crèches. Vous perdez d'ailleurs toute crédibilité, d'un bon sentiment, où depuis bientôt 10 ans, vous nous dites que le plus fort taux de natalité de l'Hexagone appelle à des efforts considérables, vous ne dépensez pas plus, mais prenez aux uns pour dépenser pour vous-même. Aucun progrès n'est alors à constater. Et les communes subissent de votre part une baisse de ressources indigne et injuste. Dans les intentions, la moitié du chemin est parcouru, mais dans les actes, la moitié reste à faire. Deuxième mission, solidarité et insertion. Je vous cite, « La politique d'accompagnement social vise à favoriser l'accès de tous aux droits fondamentaux et à soutenir l'autonomie des personnes. » Pour l'accès aux droits, on peut vous faire confiance. C'est la moitié que chaque concitoyen doit obtenir de la société et vous y veillez comme le lait sur le feu. Mais l'autre moitié, c'est celle des devoirs.
et elle est bien mal observée sous votre responsabilité à la tête du département. Je reviens sur cet exemple que je vous faisais partager il y a 15 jours avec monsieur le préfet. La mission insertion, dans une commune que je connais bien, qui alerte régulièrement sur l'absence de volonté d'insertion de nombreux allocataires dont elle a la charge. Sur l'année 2016, elle a signalé au département 137 bénéficiaires du RSA qui ne répondent jamais aux courriers, sollicitations, invitations, aux infos collectives, aux convocations, etc. Si le conseil départemental décidait de radier ces allocataires comme a décidé de le faire nos homologues du Nord ou du département de l'Eure, elle économiserait des sommes considérables. Dans mon exemple, 137 allocataires, c'est 822 000 euros par an. À l'échelle de la Seine-Saint-Denis, cela pourrait représenter, toute proportion gardée, au regard des 100 000 allocataires, une manne financière de 41 millions d'euros et par an. Et encore, nous partons du principe que cette ville qui m'est chère est loin des ratios de certaines communes du 93 à forte demande sociale et peut-être à très faible volonté de se réinsérer. Vous l'oubliez toujours, mais je vous le rappellerai à chaque fois, la solidarité nationale qui s'exprime par notre biais est un droit, mais pas un dû. Et chaque droit appelle un devoir, notamment celui de répondre aux sollicitations des services de l'insertion. Mais voilà, la vision étroite et dogmatique des socialistes est encore présente. Alors que des socialistes, il y en a désormais moins en France que de pandas dans le monde. La commission permanente du même 26 octobre en est un exemple flagrant. Lors de la dernière commission permanente, une délibération portant sur les allocataires percevant de très longue date le RMI puis le RSA et qui n'avaient jamais bénéficié de quelque action d'insertion. Vous vous souvenez de cette délibération, mes chers collègues ? Je l'ai fait souligner à Madame la vice-présidente Nadège Grosbois. Il était quand même assez impressionnant d'apprendre qu'il y avait 18 000 allocataires du RSA aujourd'hui qui n'avaient jamais bénéficié d'aucune mesure d'insertion. On croit rêver, tandis que vous êtes en ce moment même engagé dans un bras de fer ridicule en décidant de ne pas payer le dernier 12e du RSA à la CAF. Vous ne défendez nos intérêts par ce nouveau coup d'éclat qu'à moitié, Monsieur le Président. Quelle crédibilité vous gagneriez en ajoutant que vous faites tout le nécessaire pour véritablement insérer les bénéficiaires du RSA et que vous combattez la fraude aux allocations en radiant ceux qui ne répondent jamais aux actions d'insertion. Cher Pierre Laporte, je n'ai jamais dit que tous les pauvres étaient des tricheurs. Je ne peux pas laisser dire ce genre de choses. Par contre, je dis qu'en effet, votre chiffre de 0,54% de fraude est une fraude constatée. Je dis à l'inverse que si vous vous donniez vraiment les moyens, peut-être en trouveriez d'autres. Pas la totalité, mais certainement que vous en trouveriez d'autres. Vos amis du précédent gouvernement, Monsieur le Président, ne vous disaient pas autre chose lors des antépénultièmes négociations avec l'Assemblée des départements de France. Ils vous demandaient justement de faire des efforts sur la réinsertion. Je me permets donc de vous rafraîchir la mémoire. Troisième mission, éducation et jeunesse. La politique d'accueil des collégiens et de la communauté éducative a pour objectif de favoriser la réussite des jeunes en Seine-Saint-Denis. C'est à 50% exact. Nous favorisons la réussite au moyen du plan d'investissement des collèges que nous avons permis de mettre en place. Je dis nous, car une fois n'est pas coutume, c'est la présidence PS et son opposition de la droite et du centre qui ont permis l'adoption du premier plan de construction de 21 collèges, et c'était en 2011. Votre propre prédécesseur m'a convaincu que l'enjeu était trop important. Aujourd'hui encore, je reste persuadé, et je parle avec toute l'attention d'Emmanuel Constant, que ce ne sont pas des bâtiments modulaires qui permettent la réussite durable dans les apprentissages. Mais l'opposition qui parle par ma voix vous a aussi mis en garde afin que les nouveaux établissements soient de qualité, soient fonctionnels et surtout soient correctement réalisés. Nous avions alerté lors du vote du second plan d'investissement en 2015 sur les procédures rapides de mise en œuvre des projets des nouveaux collèges, de conception, de réalisation et de livraison. L'accident du mois dernier au sein du collège Didier Dora et la procédure engagée à l'encontre de l'entreprise délégataire du marché doit nous interpeller afin d'éviter de confondre vitesse et précipitation. C'est l'autre partie du sujet à laquelle nous vous avions mis en garde. Pour la sécurité de nos enfants, nous espérons qu'il ne se reproduira pas de telles malfaçons. Quatrième mission, santé, autonomie. La politique de prévention et de promotion de la santé vise à élever le niveau de santé de toute la population et à réduire les inégalités en la matière, fermez les guillemets. Comment ne pas parler de la première moitié du chemin parcouru avec l'amélioration
de l'accueil des personnes porteuses de handicap par la MDPH. Honnêtement, nous le savons. Mais dans le même temps, tous ces dossiers pour lesquels nous sommes régulièrement sollicités sur nos cantons nous interpellent sur le reste à parcourir. Comment ne pas parler du retour de la tuberculose dans notre département, tandis que chacun pensait qu'elle avait disparu à 100% sur nos territoires? Comment ne pas croire que toute votre communication pour élever le niveau de santé soit insuffisante face à la paupérisation de notre population dans son ensemble, paupérisation que vous alimentez vous-même en développant des politiques d'accueil, de trop grande générosité au regard de nos moyens, de grands principes moraux dont vous ne vous donnez pas les clés pour les financer vous-même. En réalité, la clé de compréhension réside ici. Vous ne faites pas, vous communiquez, et parfois mal. De ce point de vue, cela me pousse d'ailleurs à vous dire que finalement, sur les questions de santé, c'est très largement moins de la moitié du parcours qui est réalisé, hélas. Nous répétons ici que les maisons de santé sont une bonne solution à l'offre de soins dans nos villes. Nous l'avions énoncé dans notre propre programme électoral de 2015, des maisons du département, dont vous vous êtes d'ailleurs arrogé l'idée récemment, pourraient, sur le patrimoine actuel des PMI, remplir aussi le rôle de maison de santé. 5e mission, la culture. Ah, la culture. On pourrait croire que vous faites bien le travail et que vous... Il y a un célèbre nazi qui a dit ça, Monsieur le Président. On pourrait croire que vous faites bien le travail et que vous dépassez les espérances de votre électorat en ce domaine. Force est de constater que vous en faites beaucoup, notamment quand à l'occasion de notre habituelle séance de bilan de l'aide départementale, c'était la dernière fois, l'aide départementale aux associations, où nous avons constaté que la culture est largement représentée avec près de 15 millions d'euros de subventions totales, représentant plus d'un tiers de la somme globale. Vous en faites sans doute beaucoup, tandis que le secteur de l'autonomie des personnes reste très en deçà. Aussi, nous émettons une nouvelle fois la suggestion de reverser une partie du financement du secteur culture au profit du handicap et de l'autonomie de la personne, qui constitue le cœur de nos compétences du département, contrairement à la culture. Notons surtout que vous êtes partisans dans vos choix. On pourrait le dire sur les associations subventionnées. Pourquoi ? Montfermeil, pour son son et lumière, ne perçoit aucune aide depuis toutes ces années. Parce que vous n'aimez pas la couleur politique de son maire? Je pourrais encore parler de 2008, où la subvention pour la construction du conservatoire de Villemomble a été annulée, au motif qu'Aubervilliers faisait le sien l'année d'après. Vous ne devez pas non plus aimer la couleur villemombloise, permettez-moi de vous le dire. Grande mission, les sports. La politique sport et loisirs vise à favoriser le développement quantitatif et qualitatif des pratiques sportives sous toutes leurs formes. Nous avons l'enjeu des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Mais il s'avère qu'il est localisé pour ses infrastructures dans la quasi-totalité, et pour sa quasi-totalité sur vos cantons. Ainsi, vous dites que toute la Seine-Saint-Denis est concernée, mais c'est un élément de langage qui est actuellement faux. Ces infrastructures ne permettront donc pas à tous les séquano-dionysiens d'avoir des pratiques sportives, qualitatives et quantitatives sous toutes ses formes. C'est plus que dommageable, mais vous avez décidé de valoriser seulement la moitié du territoire de la Seine-Saint-Denis. Autre mission, la mobilité durable. La politique de voirie vise à garantir de bonnes conditions de déplacement, SIC. Sur ce sujet des transports, je me permets en effet à l'adresse de Daniel Guiraud de lui rafraîchir la mémoire, puisqu'il a fait un insert tout à l'heure sur le remarquable travail du prédécesseur de Stéphane Troussel pour justement faire le Grand Paris Express. Je me suis permis de ressortir les cartes de l'époque sur les 105 km qui étaient prévus par Christian Blanc et qui nous avaient été, entre autres, présentés ici. Il a été rajouté, c'est vrai, 15 km sur l'ensemble du parcours, mais pour la très très grande partie donc, tout ce qui avait été proposé, et précisément au bénéfice de la Seine-Saint-Denis, était dans l'esprit de Christian Blanc, et il n'y a que la ligne 15, finalement, qui soit rajoutée, et toutefois... Non, mais j'insiste, parce qu'il a été évoqué la commune de Clichy-sous-Bois, elle était prévue dans le plan, et le passage par Sevran, Aulnay, Clichy, plus loin de nous, Chelles, était dans la carte d'origine. Et je me permets de dire qu'en plus de ça, concernant la ligne 11, s'il y avait l'arc orange à l'époque qui prévoyait
que soit intégré au Grand Paris Express, c'est-à-dire ce métro automatique, pour couvrir justement le parcours entre Saint-Denis-Pleyel et Noisy-Champs, ça s'est transformé en prolongement de la ligne 11. Je crois qu'en effet, pour les avancées que vous avez permises, il y a des choses qui ont été malheureusement, et au déficit de cette partie de notre territoire, revues à la baisse. La mobilité durable, c'est donc favoriser les déplacements, notamment de ceux qui ont le plus de difficultés. Naturellement, les lycéens boursiers font partie de ceux qui ont le plus de difficultés. Et pourtant, vous refusez d'assumer la mission que vous vous êtes vous-même assignée. Vous faites des économies sur le dos des familles les plus modestes de notre département, en refusant de payer le quart du pass imaginaire pour les lycéens boursiers. Vous démontrez à quel point vous placez la logique partisane au-dessus de l'intérêt de nos enfants. Vous gagnez 115 000 € ici, au motif que la région n'est pas de votre couleur. Une honte pour vous et un coup dur pour les familles. Quand on pense qu'ailleurs, vous donnez près de 500 000 € à vos amis syndicalistes. Dernière mission, développement écologie urbaine. La politique d'aménagement a pour objectif de contribuer à l'intégration métropolitaine à travers la promotion d'un nouveau modèle urbain. De ce côté-là, il ne se passe pas grand-chose, ou si peut-être, le nouveau modèle qui est en marche, et qui est celui que nous voyons par exemple à l'œuvre à Noisy-le-Sec. Celui qui consiste à briser le commerce de proximité le long de l'axe du prolongement du T1. Briser la dynamique et l'attractivité d'une ville, mais pour quelle raison? Encore une fois, est-ce que c'est celle de la couleur politique de son maire? Dans ce cas précis, vous ne développez pas, vous détruisez. Pour l'un des poumons verts de notre territoire, le parc de la Poudrerie, on saluera la volonté de l'ensemble des acteurs, même l'État, pour conserver et développer cet espace unique. Mais ce n'est qu'une face de la même pièce, car de l'autre, vous n'avez pas manqué de surtout fustiger la région qui agissait pourtant de concert avec vous pour réclamer des gages au pouvoir public. Mais votre strabisme de l'œil gauche ne vous a pas fait voir qu'une maigre occasion pour critiquer la région Île-de-France, collectivité qui vous a cruellement échappé lors de l'hiver 2015. Plus que vos missions, la conduite de notre collectivité se fait par des moyens financiers. Vous engagez des efforts, nous devons le reconnaître, comme sur l'investissement qui est désormais mieux infléchi que précédemment. Et pour la première fois depuis longtemps, les dépenses de personnel voient également une stagnation, bien que cela ne provienne que des effets de mesures nationales sur le gel du point d'indice. Par rapport à ce que nous a indiqué Daniel Guiraud tout à l'heure, pardonnez-moi, j'avoue qu'en effet, lorsque nous entendons que l'épargne brute serait augmentée dans les 2 ans de 30%, il faudra vraiment nous expliquer le 14 décembre prochain comment nous pouvons faire dès le budget primitif 2018 pour réussir à augmenter une épargne brute de 30%. Les collègues maires qui sont ici dans cette salle vont être très très intéressés, je pense, des réponses qui seront formulées. Mais nous ne cesserons jamais de le dire, concernant la politique départementale, vous n'allez pas assez loin. En termes de finances, il y a une source d'économie majeure, c'est le temps de travail de nos agents, ainsi que leur nombre. Si ces deux valeurs étaient travaillées d'une façon plus dynamique, de réelles économies durables seraient enfin obtenues et sans que la qualité du service public ne s'en ressente. Bien au contraire, on aurait plus de chances d'obtenir un interlocuteur à la première sollicitation. Je ne compte plus au quotidien le nombre de fois où nous interpellons les services départementaux pour l'intérêt de notre collectivité et de nos administrés et où on s'entend répondre « la personne est absente ». Et ne me répondez pas, et d'une manière très antidémocratique d'ailleurs, que les élus de notre Assemblée devraient passer exclusivement par le cabinet de votre présidence. J'ai cessé de compter le nombre de fois où ils sont systématiquement en réunion, pourvu que ça ne prenne pas plus de la moitié de leur temps. Les quelques 8200 agents départementaux, en travaillant 35 heures par semaine et pas 32, comme actuellement, permettraient, je vous le répète encore, de gagner l'équivalent d'un collège en fonds propres, soit 22 millions d'euros. Votre mode de pensée, votre erreur idéologique originelle, vos fondamentaux politiques vous empêchent, vous castrent et nous font échouer. Vous engagez notre collectivité à moitié, par esprit de pragmatisme, pour répondre à un besoin, parfois une urgence, mais au milieu du gué, votre logiciel de gauche vous fait soit reculer, soit exagérer. Votre esprit de justice, d'égalitarisme, définitivement à ne pas confondre avec l'égalité,
de générosité outrancière vous conduit à ne pas aller plus loin ou à aller trop loin. Pour chacun des domaines que je viens de commenter, vos fameuses missions, vous n'assumez pas complètement votre rôle. Une énième fois, pour la petite enfance et notre très forte natalité, vous répondez partiellement présent. Mais comme vous ne vous donnez pas les moyens, par des économies dans votre propre budget par exemple, vous trouvez alors opportun de supprimer les subventions aux villes. Pourquoi ? Parce que ce sont majorité celles qui ne sont pas de votre couleur, qui ont des crèches municipales et qui pouvaient faire l'effort, selon vous, de ne plus être subventionnées par le département. Pour l'insertion, la lutte contre la fraude permettrait d'avoir des économies substantielles. Sur cette question, il est vérité de dire que vous ne faites pas votre travail, puisque la collectivité ne se sert pas des données mises à disposition par la CAF pour assurer le contrôle des bénéficiaires. Mais c'est la faute de votre logiciel de gauche où, par réflexe pavlovien, il vous est inconcevable d'engager une telle action, car elle serait, selon vous, immédiatement taxable de chasse aux pauvres. Quelle ânerie! Je répète ma démonstration, en tirant les conséquences et en radiant les personnes qui ne démontrent pas leur volonté de s'insérer, ce serait 40 millions d'euros qui vous manquent justement à verser à la CAF le mois prochain. Pour la culture, vous êtes partisan, vous n'aimez pas, ou peu, la culture quand elle n'est pas citoyenne, écologique, en bref, quand elle n'est surtout pas de gauche. Vous n'aimez pas ce qui n'est pas de votre couleur. À la moitié de son mandat, l'exécutif départemental n'aime pas la moitié de ses villes et le démontre depuis des années. Il n'aime pas Noisy-le-Grand pour sa propre sectorisation des collèges. Il n'aime pas Aulnay pour l'usage du gymnase en marche shérif. Il n'aime pas Montfermeil pour son son et lumière. Il n'aime pas Noisy-le-Sec et ses commerçants. Il n'aime pas Coubron et ses cars qu'il faut payer pour emmener les collégiens. Il n'aime pas Gagny. Il n'aime pas Gagny en lui remettant un gymnase délabré, puis en lui concédant à grand-peine la subvention longtemps promise. Je pense que la liste peut être encore longue pour constater à la fin, qu'il est bien fâcheux qu'un président de département, à la moitié de son mandat, n'aime pas la moitié des villes de son territoire. Il ne les aime pas à cause de leur couleur politique, comme on n'aime pas quelqu'un pour sa couleur de peau. Je vous remercie.